L'automobile se vit. Et de toutes ces expressions, la compétition est sans doute la plus belle. Ce qui me fait vibrer, les aventures au volant, ce que la passion peut accomplir, au mépris de toute règle et de tout bon sens. Embrasser la vie et la mort, les muscles tendus dans les virages. Foncer et ne penser qu'à la victoire. Homme et machine, en harmonie. La voiture comme extension, comme outil. Le panache, le danger, la vitesse. C'est ça, l'art de piloter. Mec, je suis trempé. Bon, ça va? T'es prêt pour ce premier épisode? Bon. On est prêt pour le premier épisode, c'est parti. Racing Story épisode 1, bienvenue sur Machinistique. Je m'attache, je suppose. Oui, c'est recommandé. J'ai pas une BM, mais je conduis comme un BMiste. Du coup, Paul, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu d'histoire de sport automobile à l'ancienne. C'est ça l'idée. Et il me semble que t'as un pilote favori dont t'aimerais parler. Ouais, il y a beaucoup qui parlent de leur pilote favori, tu sais. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Bon, il y a une petite haine contre Verstappen en ce moment. C'est pas lui ton préféré du coup? Oh là, non. Enfin après, je sais pas toi, mais la Formule 1 en ce moment, je regarde pas trop. Moi, je préférais les années 70-80. Johnson, Niki Lauda. C'est toujours pas ton préféré dans ceux que j'énumère? Jameson, Niki Lauda? Non. Alors c'est qui dit? Pour moi, dévoile le poteau rose. Gilles Villeneuve, tu connais? Je connais un petit peu. Tu connais un peu Gilles Villeneuve? Québécois, petit protégé de Enzo Ferrari. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Et il a commencé la compétition automobile en faisant du dragster avec sa Mustang. Je trouve ça génial. C'était une Mach-1 orange. À l'époque, c'était quand même moderne en plus. Ouais, c'est ça. Bah oui, ouais. mais bon. On a tous envie d'être pilote de course, mais on n'a pas les moyens. Exact. C'est son cas à lui aussi. Ouais. Et donc vite, il se retrouve sans moyens, mais il a toujours son talent du pilotage pour lui, donc il y arrive, et puis il se fait sa propre compétition avec des motoneiges. En fait, il a fait lui-même sa motoneige. Mais en réalité, il s'est fait une motoneige où il pouvait, au lieu d'être sur la motoneige, il est à l'intérieur. D'accord. Un peu comme dans une baignoire ou dans un kart, tu vois. Comme dans un monoplace presque. C'est ça, il est beaucoup plus bas, il est quasiment allongé. Et ça fonctionne, il détruit tout sur les circuits. Et puis lui qui a un style assez agressif, toujours dans le contrôle de la glisse. D'accord. Bah ça lui convient très bien. Je suis sur une de bus ou quoi? Oui, je crois que je suis sur la voie de bus. C'est possible. Oh là, mais attends, faut qu'on trouve un chiffon en vrai. Ouais, on voit rien du tout. Alors, il remporte plusieurs titres de skidoo, je crois 2 fois d'affilée, il devient champion nord-américain de skidoo. D'accord. Ce qui lui offre des opportunités pour revenir en compétition automobile. Du coup, grâce à la motoneige, il réussit à avoir des sponsors qui lui payent un aller en Formule 3. Qui lui paye un aller en Formule 3 pendant que lui, il va à l'école de pilotage de Jim Hall, je crois, en Angleterre. Ok, il commence à bouger déjà. Et donc du coup, oui, il commence à devenir vraiment plus intéressant jusqu'au moment où, pendant sa saison de Formule Atlantique, il se retrouve au Grand Prix de Trois-Rivières, qui est organisé au Canada, pas loin de chez lui. D'accord. Au Grand Prix de Trois-Rivières, il y a un truc qui est intéressant. Grand Prix de Trois-Rivières 76, tu as plusieurs pilotes de Formule 1 qui sont invités pour l'occasion. Ah, et qui courent comme à l'époque, tu sais. Jim Clark par exemple, lui il est mort en F2 alors qu'il était déjà champion du monde de F1, tu vois. Oui. Parce qu'en réalité, lui, Jim Clark, quand il faisait de la course automobile, c'était qu'un week-end il était en Formule 1, un week-end il était en Formule 2, un autre week-end il faisait de la course de BTCC dans une Cortina Lotus. C'est fou. C'était dingue à l'époque. Un pilote, ça pouvait tout faire, c'était pas comme la Formule 1, tu vois. Ouais. Et donc du coup, t'as plusieurs pilotes qui sont conviés à ce rendez-vous, dont James Hunt. Ok, James Hunt, déjà champion du monde en 76. Qui est 76, qui est en chemin vers son championnat du monde. Donc on peut argumenter sa meilleure année. Oui. Well now James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. Donc il se retrouve face au meilleur pilote du monde sur la même course que lui dans une voiture égale. Oui. Ce
qui se passe, c'est qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, il explose tout le monde. Il explose tellement tout le monde que James Hunt s'empresse de le recommander aux hautes instances McLaren. Donc du coup, ils disent, les gars, il y a ce petit gars qui m'a totalement bluffé au Canada. Il faudrait que vous lui fassiez faire un essai. C'est peut-être pour toi là la police. Ouais. Heureusement je les vois pas, putain. Plusieurs mois plus tard, Gilles se retrouve à Silverstone pour un test privé. En Formule 1 là du coup. Avec la Formule 1. Et il avait rien gagné pour le moment en Formule 3. Le mec d'un seul coup, il bat juste une fois James Hunt ou il avait des titres? Il est en route vers le championnat de la Formule Atlantique. Mais il l'a pas encore concrétisé. Ah c'est fou ça, il prend de l'avance. Mais il est assez vieux à l'époque. D'accord, il a quel âge? Il a 27 ans je crois quand il arrive en Formule 1. Ah oui, donc, pour un rookie c'est vieux. Pour un rookie c'est vachement vieux. Il est invité au Grand Prix de Silverstone tout simplement. Ok. Par McLaren, dans une McLaren inférieure aux deux McLaren qui sont engagés. C'est-à-dire que pour le Grand Prix de Silverstone, il va y avoir 3 McLaren engagés. D'accord. Les trois officiels, donc les 3 aux couleurs Marlboro. D'accord. Mais t'en as 2 qui sont des M26, conduites par Jürgen Mass et James Hunt. Ok. Et une M23, donc l'année d'avant, celle de l'année 2 années précédentes. Ouais. À l'époque, t'avais pas forcément des F1 pour chaque année. Des fois, c'est évolué dans l'année. C'était juste une voilà. Et pendant les qualifications, et après avoir fait des têtes à quai dans littéralement chaque virage du circuit. Toujours comme en skidoo quoi. Non, mais le problème c'est pas qu'il est en travers dans tous les virages, c'est qu'il a fait un tête à queue dans tous les virages. C'est dingue. C'est ça Gilles Villeneuve, c'est que lui, il va aller chercher la limite avant de comprendre. D'accord. Ce qui l'a amené à plusieurs fois à se retrouver dans les choux, à se retrouver sur le bord de la route totalement éclaté. Gilles Villeneuve, c'est une machine à casser. Gilles Villeneuve, il fallait chauffer la voiture avant qu'il arrive parce qu'on savait qu'il allait pas chauffer. C'était un maboule. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui avait un certain sens de la mécanique, dans le sens où il s'était monté son skidoo, etc. C'est ça. Et pourtant, il respectait pas vraiment la mécanique. Du coup, il fait ses essais à Silverstone chez McLaren. Il fait ses essais à Silverstone chez McLaren. Avec une vieille Formule 1. Avec une Formule 1 dépassée. Et il se classe au départ du Grand Prix entre les deux McLaren de James Hunt et Jürgen Mass. Ah oui. Alors qu'il a jamais fait de F1. Il finit par faire une assez bonne course pour un nouveau. Je crois qu'il arrive 7ème ou un truc du genre, ça veut dire qu'il n'a pas de points. Ouais. Parce qu'en réalité, à l'époque, si tu étais plus de 6ème, tu n'avais pas de points au championnat. Il se qualifie déjà pour les courses, mais à l'époque, c'était difficile de se qualifier. En fait, il y avait 26 places sur la grille et il y avait, 29, 30 places, 30 voitures qui en qualif. Ça, c'est fou. Donc, il se qualifie, il bat son coéquipier qui a une meilleure voiture. Et il fait une course assez remarquable. Le seul problème, c'est qu'à la fin, il est obligé de temporiser parce qu'en réalité, son pneu tempé d'huile, tu vois. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que. Oui, la tienne, elle prend de la tempée d'huile quand tu fais ça. La sienne, lui, elle est tombée. Ah ouais. Il a littéralement perdu la jauge. Donc il sait pas trop quoi faire. Hein. C'est les années 70, t'as quand même un V8 DFV qui fait 450 chevaux dans 600 kg. Oui. La vache, comment ça doit envoyer, sérieux. Ça doit être fou. Du coup, McLaren le rappelle pas forcément. C'est pas forcément concluant, mais il y a quelqu'un qui a été bluffé par cette performance, qui l'appelle un peu plus tard. C'est Enzo Ferrari. Ça c'est fou. Ça c'est dingue. Parce que quand on connaît un peu l'histoire d'Enzo Ferrari et son caractère de... C'est ça. Quelqu'un de très méfiant. Et... Exactement. Très, très renfermé, très... Enfin, voilà. Il semblerait que Enzo Ferrari trouve quelque chose chez Gilles. D'accord. Une vigueur. Une énergie, une force de vivre. Ok. Qui lui rappelle le premier pilote qu'il ait jamais eu à la Scuderia. D'accord. C'était un jeune Italien. Wow. C'était un jeune Italien, j'ai oublié son nom, mais c'était, tu vois, Enzo Ferrari qui a perdu son fils, il s'est toujours dit ok. Je vais temporiser sur l'affect que je donne aux gens, mais avec Gilles Villeneuve, il y
il y a quelque chose de chimique, tu vois, il y a quelque chose, une symbiose qui est assez incroyable entre les deux. Il y a une entente qui ressemble à celle d'un père et d'un fils, tu vois. D'accord. Il y a une place chez Ferrari du coup à ce moment-là, parce qu'ils peuvent vite se retrouver bloqués quand même aussi. Comment on fait? En fait, il y a Niki Lauda qui, c'est Niki Lauda quoi. Il fait chier et fin 78, Niki Lauda se barre de Ferrari. Niki Lauda, il s'est barré de beaucoup d'équipes parce qu'il les faisait chier. Il se barre chez Brabham. Ah oui, il y a un article que tu as écrit sur Machinistique à ce sujet-là. Et Gilles Villeneuve, là, il est où à ce moment-là? Gilles Villeneuve, à ce moment-là, il se fait débaucher. Va savoir pourquoi. Il est chez qui en 78? Gilles Villeneuve, il est chez personne. Ah, il est chez personne? Il est chez personne. Ok, c'est même pas le troisième pilote d'une équipe. Gilles Villeneuve, il a fait un Grand Prix chez McLaren. Ensuite, une année de rien. 77 il gagne, je crois qu'entre les deux, il gagne la Formule Atlantique. D'accord, ok. Et il continue la Formule Atlantique, mais voilà quoi, t'es pilote de F3, on te propose un siège chez Ferrari. En Formule 1, tu fermes ta gueule et tu vas. Oui, surtout si Enzo te sent bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors t'as Enzo du coup qui envoie Daniele Odetto. D'accord. Le directeur sportif de chez Fiat, qui envoie Daniele Odetto à Montréal. Ok. Le truc qui est marrant, c'est que t'as à Montréal, il y a un rendez-vous qui est pris à l'hôtel Intercontinental, je crois. Attends, Gilles Villeneuve dans l'entrée, dans le hall en marbre immense de l'hôtel Intercontinental, très chic. Et là, il voit deux blousons noirs sur une Harley Davidson qui arrivent et qui se garent dans l'entrée. Genre vraiment, ils rentrent dans l'hôtel, dans le hall, et ils mettent la béquille avec de la Harley, tu vois. C'est méga rock'n'roll. Et il fait, avec son accent québécois, tu sais, il fait « Je parle à Odetto ». J'arrive pas à le faire. Mais c'est hyper rock'n'roll. Mais mec, c'est hallucinant. Donc le mec, il sort de nulle part. Ouais. Il a gagné du skidoo. Il a gagné du skidoo, il fait de la Mustang, tu sais. Ouais. Il se ramène en Harley avec les gars de chez Ferrari. Et puis au bout d'un moment, tu vois, ils se disent bon bah ok, bah ça a l'air d'être bien. Et le rendez-vous est pris pour signer le contrat à Maranello. Est-ce que ça serait pas la place de la Concorde ici? Oh la vache, c'est quoi ça? Voilà, voilà. C'est nouveau. Paul. Ça y est, il se réveille. Non, c'est mort. Reprenons l'histoire de Gilles Villeneuve. Il arrive du coup pour voir Odetto. Il se gare dans l'entrée. Ouais. Et bref, rendez-vous est pris pour aller signer le contrat à Maranello. D'accord. Quelques mois plus tard, du coup, il se pointe à Maranello. Il n'y avait aucune condition de la part de Gilles Villeneuve. Okay. C'était vraiment ok les gars, regarde comme c'est beau. Ah, c'est fou là. C'est vrai que c'est très joli. Mais c'est les champs. C'est les champs. Ah. Donc tu nous emmènes où là du coup? On va faire ma vue préférée de la Tour Eiffel, c'est là-bas. Et du coup, il regarde même pas les conditions, il signe chez Ferrari pour 78. Oui, il est censé avoir des conditions. Gilles Villeneuve, il voit juste un gros papier avec écrit Ferrari. Formule 1. Il a rien à dire, tu vois. Ouais. C'est même Gaston Parent qui lui dit non mais il faut quand même que tu gagnes des sous, faut quand même que tu allez hein. Ouais. Gaston Parent, c'est un peu son agent. C'est son agent. Je crois que je sais plus si c'est son agent ou son avocat. D'accord. Mais c'est le mec qui est avec lui. Enfin, bref. D'accord. Et donc le rendez-vous apparemment a été fait d'ailleurs dans un endroit qui est assez marrant. C'est tout cloîtré. C'est une pièce sombre. Il y a le rendez-vous pour signer le contrat. Le rendez-vous pour signer le contrat, c'est juste une table, 3 chaises, Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve, Gaston Parent, une ampoule. Sérieux? À Fiorano? Maranello? À Maranello. Alors là, on va plus s'entendre. Il y a un scooter Paul. Et il se retrouve pilote Ferrari, second pilote, aux côtés de Carlos Reutemann, avec un Grand Prix à sa ceinture. Il est pilote Ferrari. C'est fou. Hallucinant. Niki Lauda s'est barré chez Brabham. Mais il est d'ailleurs cette année-là, Niki Lauda est champion du monde. Ah oui? Il est en se barrant avant. Il est champion du monde chez Ferrari et il se casse. C'est vraiment génial. Non, mais lui, oui. 78, ça se passe très très mal. Ah oui. Ça se passe très très mal parce qu'il a beaucoup d'accidents, parce qu'il a beaucoup de chevaux et parce que Gilles Villeneuve, c'est un casse-cou qui est tout le temps en travers. Hein. Et puis, donc du coup, tout le monde se dit, mais c'est qui ce pecto qui
qui est pilote Ferrari alors que c'est personne. Tu vois. Ouais. Parce que les tifosi ils sont généralement très rigoureux sur. Ils ont toujours beaucoup à dire sur les pilotes Ferrari et sur tout ce qui se passe chez Ferrari. En 78, dernier Grand Prix de la saison, il fait un énorme accident avec Ronnie Peterson qui est dans la Tyrrell P34, tu sais, celle qui a 6 roues. Ah, la 6 roues, ouais, incroyable. Incroyable. Mais alors du coup, les deux voitures partent en tonneau dans les journalistes. T'as un journaliste qui est tué, tout le monde dit que Gilles Villeneuve, il faut le virer. L'hiver se passe et on recommence en 79. Gilles est avec Carlos Reutemann sur Ferrari. Et il sert de second pilote. Il est très content d'être second pilote parce que il est au courant que c'est un rookie. Ouais. Il a 27 ans ou 28 ans peut-être à l'époque maintenant. Ouais. Mais il sait que son temps va venir, il sait qu'avec son amitié avec Enzo, il va avoir sa chance pour être le premier. Carlos Reutemann est un pilote confirmé, lui il vient d'arriver. Je suis second pilote, ça lui va très bien. Il n'y a pas de problème d'ego. Il n'y a pas de problème d'ego. C'est ce qui est rare en Formule 1. Bon. Après, il a beaucoup de chance, tu vois, il s'en rend compte, il vient d'un peu de nulle part, il est pilote Ferrari. Son ego est déjà assez satisfait. Oui, je pense. Mais voilà, en tant que bon pilote de course, il veut toujours plus. Mais voilà, il reste en second pilote quand on lui demande de laisser sa place pour le championnat. Il laisse sa place, il est très content de le faire. Voilà. Okay. À la fin de la saison 79, il y a le Grand Prix de Montréal qui prend place. Sûrement parce que justement, on a enfin un pilote canadien chez Ferrari. Non mais enfin oui, mais en Formule 1. Oui. Je pense que c'est le premier Canadien en Formule 1. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, nouveau circuit qui prend place sur l'île Saint-Louis et qui est franchement, il n'y a pas meilleur endroit pour faire un Grand Prix du Canada. Ouais. C'est au milieu du parc d'exposition de l'exposition universelle qui avait eu lieu sur l'île Saint-Louis quelques années auparavant. C'est un circuit magnifique, franchement, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois quand j'étais petit, il y avait le Grand Prix du Canada qui passait, c'était obligatoire, il fallait que je le regarde. Je sais pas trop, je connais pas, j'irai voir après la vidéo. C'est mon Grand Prix préféré. Vraiment, le circuit, il est magnifique. Trop bien. Et on se retrouve, et Gilles Villeneuve il se retrouve là, au milieu de. Il y a sa famille du coup qui est là, il y a sa maman qui est là. Ouais, c'est fou. Et il commence à faire hyper froid, c'est le Canada, et il commence à geler. Il commence à geler, il commence à neiger. Il connaît ça. Ouais, c'est ça. lui, il a l'habitude de faire. Lui, il est champion du monde de skidoo, tu vois. Lui, il est champion du monde de motoneige. Oui. Donc, il voit ça, il se dit ok. Il fait un départ qui est. Enfin, il se classe plutôt bien. Je crois qu'il est 3ème ou 4ème sur la grille de départ. Ok. Pendant que Jody Scheckter, lui, est à la ramasse, genre en 13ème position. Il fait une course intelligente. Devant, il y a un gars qui crève. Mais en première position, sur Lotus, t'as Jean-Pierre Jarier. Ok. Jean-Pierre Jarier, il est sur la Lotus. Elle est tellement performante cette Lotus qu'elle a déjà gagné le championnat du monde. Ouais, c'est encore la 79. C'est ça, en 79. Elle a déjà gagné, elle a déjà le titre. Ça fait 3 ans que Lotus il la ponce, 2 ans. Oui, c'est fou. Mais la caisse, elle est aucun problème. Y a rien à dire. Mais au bout d'un moment, il y a son stand le stand de Lotus qui remarque que le flanc est rempli d'huile. Il y a plein d'huile qui ruisselle sur le côté. Et donc il y a le stand qui appelle Jarier. Pour regarder, et en réalité il y a une fuite au circuit de freinage. Ah oui, donc voilà, on arrête tout de suite. C'est assez dangereux comme ça. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a tout le monde qui se caille sur le bord du circuit, mais il y a une ferveur énorme parce que qu'est-ce qui se retrouve en première place? Gilles Villeneuve, rookie, pilote Ferrari à Montréal devant son public. Ouais, c'est dingue. Et il gagne. Non mais mec, ça doit être hallucinant. Première victoire en Grand Prix pour Gilles Villeneuve. C'est fou. C'est chez lui. Ça c'est beau quand même. Et d'un seul coup, il y a tous les tifosi. Ils se rendent compte de son talent. Ok, c'est un maboule, mais il peut gagner. Ok. Ok, il peut conduire alors qu'il neige.
Ça c'est fou, avec une Formule 1. Non mais t'imagines, sérieux, t'as genre 480 chevaux, 600 kilos et t'es sur la neige. Ouais, j'ai du mal, déjà moi avec une Saxo j'y arrive pas, donc avec... Non mais c'est fou. Arrive 1980, la voiture est... Ah, Ferrari arrive pas à faire une belle voiture. La voiture est nulle. L'effet de sol arrive. Colin Chapman et toute son équipe à Lotus ont découvert un truc qui fait que si tu modélises un genre d'aile d'avion inversée, t'as pas forcément besoin d'aileron pour être plaqué au sol. Et donc du coup, toutes les nouvelles équipes se sortent, au lieu de faire une monoplace avec des appendices aérodynamiques, ils se retrouvent à faire une monoplace qui est un appendice aérodynamique en lui-même. Ça c'est fou. Et donc du coup les caisses sont hallucinantes, ont une tenue de route qui défonce tout, qui est tout ce qui a déjà été fait, tu vois. En fait le problème c'est que Ferrari et Alfa Romeo ont opté depuis un certain moment pour un design moteur en flat 12. Comme la Testarossa. Comme une Testarossa. Sauf que, ce qui est très bien parce qu'en réalité, t'as du coup 12 cylindres, donc énormément de couple, énormément de puissance au régime. Et le tout est un flat, donc ça veut dire que tu peux le mettre au plus bas de la bagnole. Le calcul est parfait. Le calcul est parfait jusqu'au moment où justement Lotus nous apprend que la meilleure manière de faire un bon temps autour d'un circuit, c'est d'avoir de l'air qui passe sous ta bagnole et qui transforme ta voiture en une aile d'avion. Ouais. Sauf que chez Alfa Romeo, chez Brabham Alfa Romeo et chez Ferrari, impossible, il y a le moteur il est là, tu peux pas faire passer d'air. Ouais, bien sûr. Et donc ils sont totalement à la ramasse. La caisse du coup, ils essaient d'améliorer des appendices aérodynamiques. Mais c'est trop tard en fait, les vitesses de passage en courbe grâce à l'effet de sol c'est sidérant quoi. C'est vraiment sidérant, ils arrivent à rentrer dans des virages mais genre à 60-70 km/h de plus que 2 ans auparavant. En 1980 c'est la douche froide pour Ferrari. D'accord. C'est la douche froide pour Ferrari, il y a genre 2 arrivées dans les points de Gilles. Carlos Reutemann qui lui gagne la saison en 79. Oui. Lui, de toute la saison, la bulle, 0 pointé. C'est chaud. Et il arrive même pas à se qualifier pour un Grand Prix, alors qu'il est dans une Ferrari. Non, franchement, c'est une catastrophe 1980. Du coup, ça amène vite à 81. Et on oublie quoi. Oui, c'est ça, vraiment, on oublie et ils l'ont bien compris. Hein. Généralement, c'est comme ça aussi. Si t'as une voiture qui est toute pourrie en début de saison, t'abandonnes. Du coup, en 81, si Reutemann il se barre, c'est qui prend sa place? C'est Reutemann Non, c'est Scheckter. Attends. Non, depuis tout à l'heure, je me trompe. C'est Jody Scheckter. Ok. Oui, pardon. En 79 et en 80, c'est pas Carlos Reutemann, c'est Jody Scheckter, le pilote du monde, champion du monde, Jody Scheckter. Champion du monde 79. Et le gars qui se barre à la fin de la saison 80, c'est Jody Scheckter. Ok, bon. Du coup, ça veut dire qu'en 81, il est remplacé par un pilote. Oui, il y a un pilote qui prend sa place. Qui est français, non? Pilote français, Didier Pironi. Ouais, c'est ça, qui vient de chez Ligier, qui est habitué aux 12 cylindres comme Gilles. Mais en 1981, il y a une nouvelle monoplace d'un nouveau type chez Ferrari, la Ferrari 126C à moteur turbo. Ah oui, c'est Renault qui a introduit ça en Formule 1. C'est Renault qui a introduit ça en Formule 1, qui arrive enfin à le faire triompher en 79. La fameuse théière jaune. Qui aurait bien aimé faire un doublé à Dijon en 79. Là, il s'est passé un truc fou en 79 à Dijon. Ouais, franchement, on dit que c'est la meilleure bataille de tous les temps en Formule 1. Parce que c'est les derniers tours d'un Grand Prix très rapide. Le circuit de Dijon est un circuit très rapide qui donne beaucoup de contraintes. De contraintes, et c'est un court circuit, alors du coup il y a énormément de rythme sur ce circuit. À Dijon, dans les derniers tours, ouais, t'as la plus grande bataille de toute l'histoire de la F1 en fait, sur les 4-5 derniers tours. René Arnoux sur Renault Turbo, ouais, qui se passe dans les tout derniers tours face à Gilles Villeneuve en Ferrari flat 12 avec les pneus mais détruits. Vraiment, tu le vois. Ils se battent même pas pour la première place, il me semble. Non, ils se battent pour la seconde. Mais en fait,
René Arnoux et Gilles Villeneuve s'aimaient beaucoup parce qu'ils étaient tous les deux très sanguins, énormément d'instinct et de brutalité dans leur façon de conduire. Elle se termine comment cette course? Est-ce que Gilles Villeneuve il fracasse la bagnole? Non, en réalité tu vois très bien que Gilles est à bout sur ses pneus. Il est à chaque gros freinage à la fin de la ligne droite, il fait un panache de fumée énorme alors que la Renault est encore là. Mais le problème c'est que le temps de réponse du moteur turbo de la Renault ne lui donne pas assez de rythme pour doubler Gilles à la régulière. Okay. Et donc du coup c'est un constant, c'est un changement de position constant entre les deux. À la fin du combat, t'as Gilles qui sort gagnant du combat en deuxième position et René Arnoux en troisième. Les deux, René aurait adoré faire un doublé pour la première victoire de Renault en Formule 1. Mais il n'y a rien à faire quoi. Alors, en 81, Gilles se retrouve avec sa Ferrari qui est dotée d'un turbo. Ouais, la 126C, c'est ça. La 126C, V6 turbo. 1500. En fait, le problème chez Ferrari, c'est qu'ils n'ont jamais été très bons en châssis. Ok. Même Enzo lui-même le disait. L'aérodynamique c'est pour les... je sais plus ce qu'il disait exactement, mais l'aérodynamique c'est pour les gars qui savent pas construire de moteur. C'est dingue. Ce mec c'était quand même le champion de la mauvaise foi. Ouais, clairement. C'est incroyable Ferrari. Clairement. Gilles doit se faire à cette nouvelle bagnole qui est... on connaît pas encore le turbo, hein, donc c'est les toutes premières voitures turbo. T'as un délai à l'accélérateur qui est phénoménal et qui est totalement... Enfin, c'est super dur, tu vois. Et puis, voilà quoi, t'as un V6 1,5 litre qui avance pas une rame jusqu'à ce que tu arrives à 9000 tours et que tu attends 3 secondes. Et là, tu te fais très catapulter, tu vois. Ouais. Et malgré ce tempérament totalement imprévisible de la caisse, il arrive à gagner le Grand Prix de Monaco entre les rails, et il enchaîne par une victoire à Jarama où Jacques Lafitte dira que c'était sa meilleure course parce que il a fait toute la course devant et il n'y a personne qui arrivait à Si, ils étaient... En fait, les 5 premiers sont arrivés genre en 3 secondes d'intervalle à l'arrivée. Et Lafitte derrière, il a tout tenté et il a jamais réussi à le doubler. 81, il gagne Monaco, il gagne Jarama. Ok. Est-ce qu'il est en lice pour être champion du monde en 80? Il a une voiture qui est performante et qui se bonifie, qui devient de plus en plus fiable, etc. Enfin, vraiment, c'est le début d'une nouvelle technologie, de nouveaux turbos. Oui, alors, t'imagines à quel point les caisses c'est des pétoires au début. Hein. Du coup, en 80, il est quand même pas forcément dans la liste pour être champion du monde. En 81, il n'est pas dans la liste pour être champion du monde, mais on l'attend, comme on attend toujours une Ferrari pour l'année suivante. Tu vois. En 1982, chez Ferrari, il n'y a pas de pilote numéro 1, numéro 2. Didier Pironi et Gilles Villeneuve sont mis à égalité. Ok. C'est curieux ça. C'est curieux. C'est souvent ce qu'ils disent on sait jamais en fait. On sait pas ce que Didier Pironi va donner. On sait que Gilles a du talent, mais on sait qu'il peut tout envoyer en l'air très vite. La saison commence plutôt bien du côté de Ferrari et principalement du côté de chez Didier qui gagne une des 3 premières courses. Ok. Et on se retrouve assez rapidement, je pense que le 4e Grand Prix. Le 4e Grand Prix se passe à Imola, donc Grand Prix d'Émilie-Romagne. En réalité, c'est pas en Émilie-Romagne, c'est à Imola, donc c'est en Italie. Ouais. C'est à la maison. Pendant les qualifications, les Renault défoncent tout. Ah ouais. Mais genre vraiment, elles défoncent tout. Je crois que elles mettent 5 secondes au record de l'année dernière. Non mec, c'est colossal. Ah ouais, c'est dingue. Et donc du coup, il n'y a personne qui suit. Mais vu que c'est une Renault, ça pète. Les injecteurs électroniques là, c'est ciao. C'est ciao, ça marche jamais. Ils font des putains de temps. Prost il fait des putains de temps, René Arnoux aussi, mais ça pète. D'accord. Du coup,
on se retrouve, du coup, assez rapidement dans la course, on se retrouve avec les 2 Ferrari en tête. Ah, purée. Et les 2 Ferrari en tête, ça veut dire qu'on va vouloir économiser. Et il y a une photo que je pourrais t'envoyer, Ouais, que, carrément, je trouve hyper intéressante, où tu as vraiment le panneau qui est brandi aux 2 pilotes Ferrari, où il y a écrit slow. C'est fou. Slow peut vouloir dire qu'on fige les positions. Parce que ça veut dire, ok, on économise, donc les gars, vous battez pas, on fige les positions. Ok. Gilles Villeneuve le voit comme ça en tous les cas. Ok. Et il se fait doubler par Didier. Ok. Donc du coup, il se dit, ok, ouais, les fans, ils n'ont pas été très divertis. Les Ferrari, elles ont, au bout du 5e tour, les Renault au 5e tour, elles ont pété. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour la Ferrari. On fait quelque chose pour le public. Sauf que Didier commence à prendre de l'avance. Gilles se sent un peu gêné, il se dit ok, bon, je reprends du rythme, et je le double. Mais je le double, ça reste gentil, tu vois. Ok, pas de risque. Et s'ensuit un dépassement, mais lunaire sur l'extérieur du virage, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le genre de parabolique. Ok. Où en gros, si tu me laisses pas passer, on tape. Donc il y a un dépassement qui est pas très cool. Dernier tour, Gilles ne peut plus le redoubler. Ouais. Et sur le podium à la fin, je pourrais t'envoyer des images aussi. Tu te retrouves avec un Didier qui est heureux à soulever le trophée. Et en face Gilles Villeneuve qui fait la gueule. Gilles Villeneuve beaucoup de gens ont dit qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus vu le même Gilles. D'accord. Parce que ça l'a marqué. Ouais, parce qu'en fait, Gilles, il était très droit. Il faisait quelqu'un d'entier. Il faisait confiance au mec en face. Très mauvaise ambiance chez Ferrari. Et on se retrouve au Grand Prix d'après, qui est en Belgique à Zolder. Ok. En Belgique à Zolder, pendant les essais libres, tout le monde essaie de faire son meilleur temps, etc. Et Gilles, lui, est très, très remonté. Il veut être devant Pironi parce que c'est bon. Oui, il s'est fait avoir une fois. C'est bon, je me suis fait avoir une fois. Ok, le championnat, il sera pas pour toi, oui, pour moi. Gilles Villeneuve se retrouve. Essaie de battre le temps de Pironi, il n'y arrive pas, juste en essai libre pour l'instant. En essai libre, ok. Ouais. On lui dit de rentrer au stand, il rentre au stand dans une hâte, il a l'air d'avoir une hâte assez spéciale. Ok. Il est pressé. Il est pressé, il est stressé. Tout le monde dit qu'il est. Il dit plus bonjour, tu vois. Il a plus. Il est aigri. Il est. Oui. Il y a quelque chose qui est mort chez. Ok. Son innocence peut-être. On parlait beaucoup de son innocence et à Gilles Villeneuve, il a dû la perdre à ce moment-là. Ok. Et dans ce tour de décélération, il arrive sur Jürgen Mas. Jürgen Mas fait une manœuvre pour lui laisser le champ libre. Mais Gilles a déjà engagé la même manœuvre et il se retrouve au même endroit. La caisse part en l'air, lui il se fait éjecter de la monoplace. Okay. Et on annoncera sa mort qu'après le Grand Prix, bien sûr, parce qu'il faut que le Grand Prix fasse du bif. Et on se retrouve du coup. Attends, ça allait vite. Il est mort ? Ouais. Il se fait éjecter de la voiture. On le voit, vraiment, t'as la voiture qui est. Elle est morte quoi. La caisse est fumante, il n'y a plus une seule roue, il n'y a plus un aileron, il n'y a rien. Et tu vois Gilles Villeneuve qui est à l'extérieur de la piste, c'est inanimé sur le bord de la route. Horrible comme image. T'as plusieurs pilotes qui se ruent devant le crash pour pouvoir aider. T'as Didier Pironi qui arrive et t'as une image sublime de Didier qui rentre au stand avec à la main son casque et le casque de Gilles dans la même main. C'est une image qui est et puis avec lui le visage lourd. Et puis il a compris. Didier il a compris, c'est sa faute. Ouais, c'était un jeu malsain.
c'est sa faute. C'est pas sa faute, tu vois, mais il l'aura sur la conscience à toute sa vie. Et enfin, c'était son pote quoi qu'il arrive, tu vois. Et on se retrouve là, ouais. Il est considéré comme un des plus grands héros du Québec. Tu demandes à n'importe quel Québécois qui c'est Gilles Villeneuve, il sait. Tu vois. Mais le sport, c'est aussi prendre sa chance et on peut pas en vouloir à Didier Pironi parce que Didier Pironi, lui, il a une voiture pour faire la gagne. Il est pilote de F1, il a envie d'être premier, tu vois. C'est normal. Bien sûr. Vous, est-ce que vous pensez à la mort? Non, je pense absolument pas à ça. Je suis conscient du risque, je suis conscient que c'est dangereux. Seulement plus dangereux que de jouer au golf ou que d'être au tennis. Mais je pense pas au danger que je cours. Quand je suis dans la voiture, je me sens en parfait contrôle de la voiture. Et si parfois il y a un accident, eh bien, je sais que je peux me faire mal, mais pas plus que ça.